Eh bien, bonjour à tous. Alors, exceptionnellement, Anthony Cimetière, je vais seconder Jean-Marc pour un petit peu l'animation de la table ce matin. Alors, Émilie, je compterai également sur ton aide. La première partie de ce webinaire sera donc consacrée, comme d'habitude, euh, un flash marché en compagnie de Armand de Fidelity, en compagnie d'Audrey de JP Morgan et en compagnie de Philippe Schacker de euh, Amundi, Super, CPR, excuse-moi, je t'en et prie. pour ma part, Anthony Cimetière pour H2O. Par la suite, il y aura sans doute un point d'actualité concernant Force Patrimoine, il me semble bien. Et Oui, ensuite, Yufeng fera l'étude d'un fonds de Lazare consacré aux actions émergentes et comment il s'imbrique dans une allocation d'actifs. Merci Anthony. On va lancer du coup avec Force Patrimoine comme ça. On vous libère dans le flash marché. Donc du coup, je vais laisser la parole à Karine, hein, si tu es le Oui, responsable pédagogique de nos formations chez Force Patrimoine. Merci à tous les invités d'être présents en ce début de mois de mai, en ce début de pont, grand pont a priori, puisqu'il y a beaucoup d'absences. Bonjour à tous et j'espère que vos déclarations fiscales sont en bonne voie, voire quasiment terminées, qu'il ne reste plus que les déclarations de revenus sur la dernière ligne. Mais merci d'être fidèle à nos flash marchés. Et je laisse la parole du coup à Karine pour la présentation de notre actualité formation. merci beaucoup Frédéric. Effectivement, on a une actualité riche dans notre programme de formation, à commencer par un format masterclass en 2h30 avec une approche très pratique qui a été demandée par plusieurs de nos anciens participants. Donc, nous avons mis en place ce nouveau concept qui consiste à décrypter un cas concret sur une thématique. Alors, la thématique du mardi 19 mai, c'est le cumul emploi-retraite. Et le sujet, c'est l'articulation entre la retraite, la rémunération et la transmission en 2026, car il y a une fenêtre de tir à ne pas louper pour les dirigeants. Et la méthodologie, c'est vraiment de partir d'un cas concret client que notre intervenante va dérouler décrypter tout le long de la masterclass pour que ce soit totalement exploitable par vous. Voilà. Il y a également une formation d'une journée qui s'articule en deux demi-journées, les 9 et 15 juin, animée par Frédéric ici présent, qui consiste à enseigner comment créer un pôle patrimonial rentable en 90 jours, c'est-à-dire structurer le conseil patrimonial pour en faire une activité rentable avec un plan d'action sur 3 mois. Et puis, notre formation bien connue, le certificat expert comptable patrimonial, qui aura lieu du 3 novembre au 19 janvier sur 15 jours, 15 jours, 16 dates. Donc, ce sont des journées entières sauf deux demi-journées, où là, vous êtes formé sur l'expertise comptable patrimoniale dans toutes ses facettes, que ce soit en termes de méthodologie qu'en termes de contenu. Hein, voilà, donc vous serez capable de créer votre pôle conseil patrimonial ainsi que d'en maîtriser toutes les facettes pour vos clients. Merci Karine pour cette actualité et je laisse la main et le pupitre à Anthony pour l'animation donc de l'actualité macroéconomique
Et puis, on retrouvera en fin de webinaire, comme chaque mois, l'actualité crypto avec Pierre-Yves Diclot. Bon Merci, séminaire, Anthony. merci bien, Frédéric. Eh bien, écoutez, chers collègues, je vous propose de faire effectivement, un petit 360 degrés, un peu sur la macro. On est effectivement extrêmement focalisé sur ce qui se passe au Moyen-Orient, au gré des cessez-le-feu, des reprises, etc., etc. On sait que les marchés ont tendance à fonctionner par séquence, prendre une actualité après l'autre. Le marché a du mal à gérer plusieurs éléments ensemble. Typiquement, rappelez-vous, hein, il y a 3 semaines, la Cour suprême américaine avait déclaré les droits de douane de Trump illégaux, qui n'avaient pas emprunté la bonne voie euh, administrative, mais ça ne fait plus une ligne. Donc, vous voyez très bien qu'on passe d'un sujet à l'autre. Alors, effectivement, l'objet, c'est avec vous de prendre un petit peu plus de hauteur. Alors, qui veut bien prendre pour une première parole? Peut-être Armand, tu veux te jeter à l'eau? Allons-y. Je ne sais pas si les slides ont été rajoutés. Ah bah si, c'est parfait. Donc voilà. Non, je vais essayer de faire assez rapidement et effectivement commencer par la problématique du détroit d'Ormuz. Alors, il y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais juste de voir ça dans un aspect un peu plus global de la part des États-Unis. Parce qu'en effet, c'est un point de passage assez important, mais ça s'inscrit quand même on va dire, dans une stratégie américaine on va dire, de contrôler en fait les principaux points chauds de la planète en termes de passages commerciaux. Si on va à la slide suivante, donc oui, effectivement, slide suivant, ouais, oui, effectivement, donc on a aujourd'hui un passage qui est bloqué avec on va dire des tentations ou des tentatives plutôt de réouvrir de la part des États-Unis. En tout état de cause, aujourd'hui, le passage est bloqué, il y a très peu de passages. Ça impacte directement, évidemment, le pétrole, le gaz, mais également un certain nombre de matières premières. On en a déjà parlé. Un exemple assez flagrant, on va dire assez actuel, typiquement, c'est pour l'hélium. L'hélium, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle, il faut des semi-conducteurs. Pour les semi-conducteurs, lors du processus de refroidissement, lors de la construction, il faut de l'hélium. Et l'hélium, le Qatar est un gros exportateur d'hélium et ça peut avoir effectivement des impacts un peu plus larges que sur le pétrole et sur le gaz. Slide suivante. Alors, c'est là où ça devient un peu intéressant, c'est de voir effectivement les pays qui sont un peu plus à risque, que ce soit en termes d'exposition, on va dire, au détroit d'Ormuz par le pétrole, mais également en termes de réserves stratégiques. Donc, le conflit aujourd'hui a commencé depuis un certain moment. Les derniers bateaux qui sont partis du détroit d'Ormuz arrivent seulement en Asie, donc c'est un peu plus de 40 jours. Donc aujourd'hui, si le détroit ouvrait aujourd'hui, il faudrait quand même 40 jours avant que les bateaux reviennent en fait en Asie pour approvisionner on va dire, les économies asiatiques. Et donc, l'impact peut être assez, on va dire, significatif pour cette zone-là au regard de l'exposition, au détroit d'Ormuz, donc ce que vous voyez en abscisse sur le graphique de gauche, mais également en ordonnée, import cover, c'est en fait qui correspond aux réserves stratégiques. Donc, typiquement, si je prends le cas du Japon, qui est fortement exposé au détroit d'Ormuz, le Japon a par ailleurs des réserves stratégiques qui sont parmi les plus importantes au monde et a la capacité, en fait, de durer dans le conflit. Mais la question, c'est effectivement si le conflit dure trop longtemps, on pourrait avoir des pénuries assez importantes au Japon après les libérations effectivement des réserves stratégiques. Là où typiquement, si je prends le cas du Vietnam ou de la Thaïlande, qui sont fortement exposés au détroit d'Ormuz, mais qui ont des réserves stratégiques qui sont beaucoup moins importantes et qui peuvent se retrouver assez rapidement dans une situation de pénurie, ce qu'on commence d'ailleurs à voir dans un certain nombre de pays asiatiques. Ça, suivante. Alors ça, c'est aussi une slide importante parce qu'on parle beaucoup du pétrole et du gaz, mais il faut voir également, on va dire, la consommation énergétique au sens large et l'exposition au pétrole de manière un peu plus, on va dire, par rapport à d'autres, on va dire, énergies qui pourraient être utilisées. Typiquement, on a souvent parlé de la Chine précédemment en disant que la Chine était effectivement exposée au détroit d'Ormuz avec notamment le pétrole iranien. Le pétrole iranien, pour mémoire, avant la crise, c'était 3 millions de barils jour, 1,5 à 2 millions de barils jour partis à la Chine. Ce qui est vrai aussi, c'est que en fait, l'exposition de l'économie chinoise, ce que vous voyez sur le graphique de droite, au pétrole est assez faible comparativement aux autres pays du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Chine a, va dire, diversifié en fait ses apports énergétiques et surtout sa consommation énergétique, avec évidemment on va dire le charbon, le coal, le charbon, mais également les énergies renouvelables au travers du solaire,
le Chine est le leader mondial du solaire et plus récemment, évidemment, le nucléaire. Slide suivante. Alors, là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le graphique de droite au regard en fait, de la transmission des prix du pétrole, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a un prix du baril qui a fortement explosé. Et c'est d'ailleurs assez intéressant quand on voit le prix du baril à 3 mois sur les futurs, on retombe à un prix aux alentours de 83-85 dollars. Donc, les observateurs de marché anticipent en fait une résolution de crise, on va dire, dans les semaines qui arrivent, qui permettrait d'avoir un pétrole qui chute assez fortement par rapport au niveau actuel, mais qui resterait quand même assez élevé par rapport au niveau de pré-crise. Et ce qu'on peut observer sur le graphique qui est tout à droite, c'est que finalement, les prix ne se sont pas totalement répercutés sur les prix à la pompe dans les pays asiatiques au regard de l'augmentation des prix qu'on a pu observer sur le Brent ou sur le WTI. Slide suivante. Alors, c'est là toute la question, et d'où justement les observations qu'on peut faire sur on va dire sur les futurs à 3 mois qu'on peut voir sur le pétrole. C'est à quel moment effectivement Trump, on peut parler du Trumpet ou du taco, en fait Trump is already checking out. On sent que aujourd'hui Trump est un peu plus pressé de résoudre en fait ce conflit assez rapidement. Pourquoi? Parce que dans 6 mois maintenant, il y a les midterms, donc en novembre 2026. Et ça peut être un vrai game changer pour l'économie américaine et la politique américaine parce que il est donné perdant pour la Chambre des représentants. Ce qui est un peu nouveau, c'est que le Sénat pourrait éventuellement basculer à son tour, ce qui aurait comme impact que Trump en fait perde en fait les pleins pouvoirs aux États-Unis. Alors il y a des velléités effectivement, ça fait un peu le sujet de l'actualité de changer un peu la carte électorale en faveur du Parti républicain. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les sondages ne sont pas forcément en faveur de Trump. Et ce qui pourrait l'inciter on va dire, à écourter de manière assez drastique en fait, ce conflit pour se retrouver en position de force avec une victoire potentielle à 6 mois en fait, des midterms. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, à la fois pour les économies mondiales, mais également, surtout aujourd'hui, pour les pays asiatiques qui sont quand même fortement exposés au détroit d'Ormuz. Slide suivante. Voilà, alors les anticipations de l'inflation, on aura l'occasion d'en parler, mais évidemment, ce n'est pas une surprise. Hein. Graphique de droite, on voit bien que les anticipations d'inflation ont fortement augmenté. Alors, on reste sur les anticipations d'inflation qui sont quand même assez mesurées aujourd'hui, puisque quand on regarde l'inflation, on est sur une inflation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, entre, on va dire, 2,5 et 3, un peu plus de 3%. On est encore loin des niveaux qu'on a pu observer post-Covid et post-guerre en Ukraine, où l'inflation avait explosé au-delà des 10%. Attention tout de même à l'inflation de second tour. C'est-à-dire qu'effectivement, on en revient à la durée du conflit, mais si les prix du baril se maintenaient à des niveaux élevés pendant longtemps, ça aurait évidemment des répercussions assez significatives sur, on va dire, au-delà de l'énergie, et donc sur les biens de consommation, et ce qu'on appelle l'inflation de second tour, et donc du coup, l'inflation pourrait devenir non plus transitoire, mais un peu plus, on va dire, durable, persistante. Ça, suivante. Donc, c'est les États-Unis, là, je vais passer vite, mais effectivement, on va dire l'économie américaine, pour l'instant, ce qu'on voyait sur le graphique, d'ailleurs, juste avant de gauche, se porte toujours assez bien. Les anticipations de croissance restent robustes, fortement portées, évidemment, par les CAPEX dans l'IA, qui font un peu, on va dire, moteur pour l'économie américaine, mais également par la belle et grande loi, la Big Beautiful Bill, qui avait été votée par l'administration Trump, qui permet de maintenir les niveaux de consommation des Américains à des niveaux assez élevés. Attention tout de même, parce qu'on voit bien également que la confiance des consommateurs américains a tendance à baisser dans ce qu'on peut voir dans les dernières métriques. Et par ailleurs, à l'emploi, qui est assez importante pour la Fed et qui va un peu donner le ton en fait pour les baisses de taux éventuelles de la Fed, l'emploi se tient à des niveaux quand même assez bons, même s'il y a moins de création d'emplois. Mais le chômage reste à des niveaux en dessous des 5% de nos situations de plein emploi, mais quand même qui reste quand même en augmentation. Ce qui nous fait penser au regard de l'inflation, c'est la suivante, que effectivement, on n'anticipe plus de baisse des taux, comme ça pouvait, 2 ou 3 baisses des taux, comme ça pouvait être le cas en début d'année, mais on anticipe encore une baisse des taux qui interviendrait sans doute sur la deuxième partie de l'année, si effectivement on a une résolution du conflit assez rapide. Sur l'Europe, c'est la suivante. Alors, sur l'Europe, on est dans une situation qui est un peu différente, évidemment, parce qu'on est un peu plus impacté par les détroit d'Ormuz que les États-Unis, puisque les États-Unis sont exportateurs nord de pétrole via le WTI. Mais on n'est pas non plus exposé comme on l'était post-guerre
va dire en Ukraine ou en Russie, en Ukraine plutôt, avec la Russie, puisqu'on a diversifié nos zones d'approvisionnement et surtout, en fait, la saisonnalité n'est pas les mêmes, puisque la guerre en Ukraine avait lieu au début de l'hiver, là où la crise iranienne a lieu après l'hiver. La suivante, ce qui est assez intéressant aujourd'hui également, c'est que l'inflation qu'on avait eue par les matières premières lors de la guerre en Ukraine s'était ajoutée à une inflation qui était déjà galopante du fait, un, du Covid, et donc de la reprise économique après une économie qui avait totalement arrêté, donc avec on va dire une demande qui était largement supérieure à l'offre, et une inflation également galopante du fait des plans de relance qui avaient été, on va dire, mis en place pour pallier justement cet arrêt économique et maintenir la croissance dans les pays, dans les économies mondiales. Aujourd'hui, on a une inflation par les matières premières, gaz et pétrole, qui en fait a lieu dans un contexte où l'inflation a été quand même largement résorbée, puisque l'inflation post-pré-crise était aux alentours de 2-2,5%. Donc, ça n'ajoute pas à une inflation déjà galopante. Donc, c'est quand même un point de différence qui est assez important. Mais attention tout de même à ce que je disais tout à l'heure, c'est si le conflit dure dans la durée, il y a ce risque en fait d'inflation de second tour. On voit effectivement l'inflation qui commence légèrement à augmenter en Europe. Ça pourrait effectivement à long terme avoir des impacts assez importants. Donc la vision aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de baisse des taux en Europe cette année. Le marché commence peut-être potentiellement à avoir 2 hausses de taux cette année en Europe. On reste un peu plus prudent sur ce côté-là, du côté de Fidelity. La suivante. Alors, les émergents, on rentre un peu dans le vif du sujet, qui, je crois, est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, les émergents aujourd'hui se traitent à une décote assez importante par rapport aux développés, par rapport aux pays développés. Donc, ça reste quand même une zone quand même assez intéressante qui intervient dans un environnement où le dollar est quand même assez faible. Ça, vous l'avez bien compris, qui est quand même assez favorable aux émergents et qui devrait rester faible au regard justement de la politique de baisse des taux entamée par la Fed l'année dernière et qui devrait, normalement, si vous l'avez bien compris, se perturber, continuer pardon, en 2026. Et des pays quand même émergents pour lesquels on va dire, les balances budgétaires et fiscales sont quand même on va dire, en bonne santé, ce qui leur donne du coup de la marge de manœuvre pour eux justement jouer sur les taux éventuels. Attention tout de même à la crise, la crise iranienne qui peut avoir un impact sur les pays asiatiques, mais quand on parle de pays émergents, c'est assez large. On a effectivement les pays exportateurs nets de pétrole, comme notamment, on va dire, l'Amérique du Sud, c'est la suivante, mais on a également des pays comme la Corée ou le Taïwan qui peuvent être exposés au détroit d'Ormuz, mais qui sont des marchés qui sont portés en fait par la composante technologique et par l'IA, ce qui en fait également des vrais moteurs de performance. Quand on voit notamment sur le graphique de gauche, où les anticipations de croissance des bénéfices sont aujourd'hui sur les émergents plus importantes que dans les pays développés ou même qu'aux États-Unis, ce qui en fait du coup une zone assez intéressante. Voilà en substance. Je vais peut-être pas parcourir les salles suivantes pour laisser un peu de temps à mes camarades. Et je laisse la main. Je te redonne la main, Anthony. Merci bien, Armand. Audrey, est-ce que tu veux rebondir sur certains points évoqués par Armand? Armand a tout dit, j'ai l'impression. Il a fait un point très complet. Alors, est-ce que je peux donc très clairement, je ne vais pas passer tous les slides, mais bon, sur le premier, bon, on est sur un choc d'offres finalement qui est assez exceptionnel, hein, sur le slide d'après. Ça a été évoqué, mais enfin, je pense que pendant longtemps, on s'est dit que c'était un petit détroit et que ça concernait pas grand monde. Et finalement, on se rend compte que c'est assez stratégique, que c'est un conflit qui touche tous les pays, que c'est un tiers du pétrole et du gaz qui y passe. Donc finalement, le choc est assez violent. Donc, sur les prix du pétrole, c'est ce qu'on voit ici. Alors, je change tous les jours le slide. D'ailleurs, vous pouvez trouver le slide à jour tout sur notre site internet. Donc là, ça date d'hier, donc ça a encore bougé. On a également l'impact sur le gaz, sur le slide suivant, et c'est ce que Armand a très bien expliqué. Donc, on n'a pas la situation de 2022, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais attention, les stocks de gaz, il faut les reconstituer pour l'hiver prochain. Donc, on a quand même quelque chose qui pourrait nous impacter d'ici l'hiver prochain. Même si le détroit rouvre, vous voyez ici la ligne bleue, c'est le niveau de stockage. Donc, c'est le printemps, on a moins besoin de chauffer, mais il faudrait quand même que les réserves se reconstituent.
En tout cas, notre hypothèse de base sur le slide suivant, c'est que cette hypothèse est mise à rude épreuve, mais en tout cas, on est assez convaincu que ce détroit et ce conflit va se régler. Euh, Tout d'abord parce que cette hausse du prix du pétrole, elle touche tout le monde, y compris aux États-Unis, hein. C'est les plus gros producteurs au monde de pétrole, mais les Américains sont sujets à la hausse du prix. C'est ce que vous voyez sur le slide de droite. Et ensuite, et ça a été évoqué apparemment sur le graphique ensuite que vous pouvez voir, on a des fameux midterms qui vont avoir comme conséquence que le président Trump va être mis à rude épreuve. Et si tu passes au slide suivant, Anthony, on voit voilà, les taux d'approbation du président Trump sur un certain nombre de sujets avant l'investiture et aujourd'hui. Et vous voyez que tout ce qui est inflation-prix, qui est très sensible pour les Américains, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Trump a été élu et que Biden a été sanctionné, ça les touche beaucoup. Donc là, on voit vraiment qu'il va être challengé. Et puis, il n'y a pas que les US, il y a bien sûr, alors on vous a mis un exemple, c'est le consommateur chinois. C'est vrai que les Chinois ont d'autres choses à faire que de s'occuper de ce genre de situation et préférer s'occuper de leur marché intérieur et redonner la confiance au marché chinois. C'est valable pour l'Inde, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour tout le monde. Donc c'est un conflit qui touche tout le monde, contrairement à l'Ukraine et la Russie. Donc on a quand même une volonté, on le sent au niveau mondial, de trouver une solution. Alors voilà, ça patine, chaque jour il se passe des choses, mais voilà, il y a quand même probablement quelque chose qui devrait arriver, j'espère, dans les prochaines semaines et que ça s'enlise pas trop longtemps. En tout cas, ça reste le scénario central. Et donc, cette résolution du conflit devrait permettre à retrouver à peu près des prix en ligne, mais qui seront supérieurs. Et là aussi, Armand l'a dit, hein, si le détroit rouvre, on va pas avoir le prix du pétrole qu'on avait avant, tout simplement parce qu'il y a des infrastructures qui ont été détruites, tout simplement parce que, et ça a été aussi évoqué, le temps qu'on rouvre ce détroit, il faut que le flux puisse reprendre, parce qu'aussi les prix du gaz, vous l'avez vu, il faut reconstituer les réserves. Donc, on aura quand même des prix des matières premières plus élevés que ce qui était prévu, ce qu'on avait en début d'année. Mais aujourd'hui, si ça se résolue, on n'aura pas trop d'impact aujourd'hui sur l'économie mondiale. Donc, il faut vraiment que ça tarde pas trop. Si le conflit continue et qu'on a un prix du pétrole durablement plus élevé et supérieur à 120 dollars le baril, c'est la récession qui est prévue, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est pas le scénario central, on surveille et on essaye de faire un peu de géopolitique dans un contexte où vous savez très bien que Trump reste assez imprévisible. L'élément clé, et c'est ce qu'on voit sur le graphique après, c'est toujours ce qu'il faut regarder, hein, quand dans ce genre de situation, il faut regarder les fondamentaux et revenir aux fondamentaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui quand même des agents économiques qui sont en bonne santé. Vous avez ici les ménages, institutions financières, entreprises qui ont des niveaux d'endettement assez faibles et on regarde au niveau des consommateurs des taux d'épargne qui restent assez élevés. Donc ça, c'est plutôt bon. Ceux qui sont en mauvaise situation, c'est plutôt les États. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, certains États comme la France ne peuvent pas subventionner cette situation au niveau du prix du pétrole. Et très clairement, on ne peut pas se permettre, et l'État français ne peut pas se permettre de faire de grandes mesures pour aider les consommateurs parce qu'ils sont très endettés. Mais le consommateur va bien, il peut absorber ce choc tant qu'il ne dure pas trop longtemps. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Donc c'est ce qui fait qu'il nous laisse penser que on peut vraiment avoir une économie qui va tenir et un consommateur qui va résilier et être résilient dans cette partie-là. Là aussi, slide d'après, Armand l'a dit, hein, la dynamique d'inflation n'est pas la même qu'en 2022. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais sorti Covid, on avait d'autres sujets et des prix de certains biens qui étaient déjà très élevés. Ici, où ça se cantonne aux matières premières. Donc, c'est vraiment important. Et cette fameuse inflation de second tour, on ne la voit pas arriver tout de suite parce que justement, ça reste sur la matière première. Et puis, on a un marché du travail qui est moins déséquilibré qu'en sortie de Covid. Vous rappelez-vous, aux États-Unis notamment, beaucoup de salariés américains étaient sortis du marché du travail. Donc, on avait un déséquilibre entre l'offre et la demande qui faisait que les salariés avaient le pouvoir. Donc là, c'est moins le cas aujourd'hui. Donc, moins de demandes de salaire potentielles à venir. Mais quand même, une inflation qui remonte, c'est ce qu'on voit sur le graphique juste après. Un slide également que vous pouvez retrouver à jour sur notre guide des marchés. C'est vrai que vous voyez, hein, la couleur va vous aider. Quand c'est rouge, c'est qu'on passe au-dessus de l'objectif de la Banque centrale. Quand c'est bleu, c'est que ça va. Quand c'est blanc, c'est qu'on est à peu près à l'équilibre. Vous voyez que ça redevient à peu près rouge sur la zone euro. On revient vers les 3% d'inflation. Donc à surveiller pour l'instant. Hein, mais on pense que ça restera limité sur les prochains mois. Et puis, je vais aller directement quand même, donc pas le prochain suite, juste après, Anthony, si ça ne te dérange pas. L'élément clé qu'on a eu quand même par rapport à la réaction du marché, ça a été la réévaluation
d'évolution des taux sur les prochains mois. Donc, regardez le slide à droite, hein, c'est les banques centrales. On voit que au 1er janvier, on s'attendait à des baisses de taux à peu près partout, hein, sauf au Japon et en Suisse, et que maintenant, l'ensemble du marché price des remontées de taux, y compris de la part de la Fed. Donc là, encore une fois, ça va beaucoup dépendre de l'inflation et de la durée du conflit. Mais c'est vrai qu'on a eu la semaine dernière toutes les banques centrales quasiment qu'on parlait. Toutes ont fait un statu quo et ont ouvert une possibilité de remontée de taux dans les prochains mois. Donc voilà, ça sera quelque chose qu'il faudra surveiller. Ça peut être un élément qui a un impact non négligeable sur les marchés derrière. Donc pour l'instant, pas de précipitation, mais les banques centrales ne se laisseront pas rattraper comme elles ont pu mal le gérer pendant la période Covid sur cette inflation. Que faire dans ce contexte et ça va nous amener au même taux au marché émergent. C'est bien ça, je vais faire les deux pierres de coups. Diversifier, hein. Page suivante, Anthony, hein. Diversifier. Ça a marché l'année dernière, ça va marcher cette année. Et repondérer les portefeuilles, notamment sur les émergents. Donc vraiment, notre vision est assez positive sur ces marchés émergents. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est ce que vous voyez ici, on voit sur le cycle précédent, on voit les estimations de croissance des bénéfices. Elles étaient très positives aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle les États-Unis étaient le marché dominant sur les marchés actions. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un rééquilibrage sur l'ensemble de la zone. Et c'est sur les marchés émergents qu'on voit également les plus grosses révélations de croissance bénéficiaire. Quand on achète des actions, c'est pour leurs bénéfices futurs. Donc ça, c'est vraiment important. Et on voit aujourd'hui qu'on a quelque chose de plus équilibré. Trump a provoqué un peu ça. C'est que finalement, il a fait réagir un peu tous les pays du monde avec des gouvernements qui ont lancé des plans de relance, des politiques de banque centrale qui étaient accommodantes. Et ça, cet effet sur les bénéfices des entreprises. La saison des résultats vient de se terminer pour le premier trimestre. Les résultats des entreprises sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Alors, on n'a pas encore complètement l'impact de cette remontée des prix du pétrole, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, sur les émergents, on voit des nouvelles positives. Et puis, il y a ces facteurs évoqués par Armand, hein, un dollar plus faible, des taux américains sensiblement stables qui devraient potentiellement baisser si ce complice règle. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont positives. Et puis, des matières premières plus élevées, n'oubliez pas que ça bénéficie à beaucoup de pays émergents, notamment d'Amérique latine. Donc, on a quand même quelque chose d'assez positif et c'est ce qu'on regarde. Sur la partie obligataire, c'est le slide suivant. Là aussi, les obligations sont une classe d'actifs qui apporte de la diversification. Et là aussi, on est très positif sur la partie émergente. C'est ce que vous voyez, hein. Vous voyez ici les rendements des différentes obligations par marché, hein. Et vous voyez à droite les obligations des marchés émergents qui offrent aujourd'hui de très beaux rendements et des pays qui voient aussi donc leur situation s'améliorer. Donc, on l'a vraiment, encore une fois, on va aimer cette partie et des obligations qui ont aujourd'hui un intérêt en termes de diversification dans les portefeuilles. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Et puis à la fin, je vous ai quand même mis un dernier graphique, donc diversifié par région, par classe d'actifs, mais également un biais vers la qualité, ça nous semble un élément central. Ces entreprises qui ont ce pricing power, qui vont pouvoir potentiellement retranscrire dans le prix des augmentations potentielles de leurs coûts de fabrication liés au prix des matières premières, c'est quelque chose qui sera, on pense, bénéfique. Donc, la qualité, la diversification, et puis et cette zone, ces émergents qui nous retrouvent de les couleurs. Chez JP Morgan, on voit beaucoup de flux entrants sur nos fonds émergents et Asie. Donc, il y a du flux, il y a des améliorations macro. Maintenant, tout n'est pas rose. C'est vrai qu'on joue beaucoup ce thème, notamment Asie, par tout ce qui concerne la tech, parce qu'il y a des super belles maisons, super belles boîtes en Chine, en Corée, Taïwan. Vous connaissez un certain nombre de noms, donc il y a vraiment un thème très fort là-dessus. Maintenant, la Chine fait face à de gros challenges, notamment la reprise de sa consommation intérieure, un marché immobilier qui reste encore en berne. Donc, tout n'est pas encore complètement permis, mais c'est vrai qu'il y a un effet de rattrapage comme on a pu le voir sur l'Europe l'année dernière. Donc, il faut suivre les flux sur les marchés. Et aujourd'hui, on voit un engouement de la part de nos clients sur cette zone-là. Voilà pour ma part. Ouais. Merci bien, Audrey. Effectivement, il y a quelques points sur lesquels personnellement je reviendrai, comme effectivement les dettes publiques, tu en as parlé des États. On est dans des situations radicalement différentes dans ce qu'on peut trouver dans les pays développés et les pays émergents. Donc, je me permettrai de rebondir là-dessus.
Et on suit aussi entre Armand et Audrey sur la nature de l'inflation, qui est totalement différente cette fois-ci de ce qu'elle était il y a 5 ans au moment de l'ouverture du conflit en Ukraine. Puis je reviendrai également personnellement sur le discours, la rhétorique actuellement déployée par les banques centrales à propos de l'inflation. Ça sera central. Philippe, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors déjà, Audrey et Armand ont été bien complets. Ils nous ont dépeint la situation avec brio. Pour compléter ou pour rebondir les points qui m'ont marqué, Armand parlait des fameux 40 jours hein, pour importer du pétrole, notamment en Asie, et Audrey parlait des dégâts sur les infrastructures. Oui, imaginons, hein, demain, le détroit rouvre. Faut pas oublier qu'il y a des dizaines de milliards de dégâts sur les infrastructures au Moyen-Orient. Donc très clairement, imaginer que la production pétrolière et gazière va reprendre comme avant le conflit est illusoire. Il va falloir du temps. Donc ça, même si à la réouverture du détroit, on peut penser que les prix de l'énergie vont baisser et reviendront pas à leur niveau pré-crise avant longtemps. Même si dans l'absolu, on a vu des prix nettement plus élevés, notamment sur le gaz, lors de l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Ça, c'est le premier point. Nous, on pense que ça va provoquer une inflation non transitoire, mais plutôt durable. Si on regarde déjà aujourd'hui, donc l'inflation, elle a rebondi, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Je crois au mois d'avril, on est à 3% en Europe. Donc ça, Christine Lagarde en avait bien parlé. On est au-dessus de la cible et du scénario de base qu'il y avait encore il y a quelque temps. L'inflation, elle est tirée principalement par les prix à la pompe. Même aux États-Unis, qui est producteur, là, je regardais ce matin, donc les prix à la pompe, ils sont au-dessus de 4,50 $ le gallon. Donc ça, c'est un niveau qui avait jamais été atteint depuis 2022. Je crois que c'était les 2 premiers mois de l'attaque des Russes sur l'Ukraine. Donc ça fait monter l'inflation aux US. Et l'Europe, on n'en parle même pas, vu qu'on a un mix énergétique très dépendant des énergies fossiles, même si on essaie de se diversifier, et qu'il n'y a pas d'énergie fossile en Europe. Manque de bol. On peut penser que les prix du pétrole élevés, ça va influencer les prix du plastique, le packaging, les services de transport et que ça produise des effets de second tour. Il y a aussi les engrais. On n'en parle pas beaucoup, mais là aussi, le blocage du détroit a un impact sur les engrais. Donc, on pense que ça va faire progresser les prix de l'alimentation dans les trimestres qui viennent. Ça, c'est pas dû à la crise, mais il y a une pénurie sur les semi-conducteurs. Donc ça fait vraiment flamber les prix. Ça peut impacter négativement les prix de produits électroniques. C'est assez largement indépendant de la situation Hormuz, mais c'est un élément complémentaire dans cet environnement pro-inflation. On a aussi des montants gigantesques. Je vous laisse regarder les chiffres. On en parle tous les jours. Des investissements dans l'IA, donc et notamment les constructions de data centers aux États-Unis. Donc ça aussi, potentiellement, ça peut faire monter les prix de l'électricité parce que les data centers sont extrêmement consommateurs d'électricité et il n'y a pas assez de capacité de production aux États-Unis. Donc tout ça, nous, on pense que l'inflation va plutôt être persistante. Audrey parlait d'une chose intéressante, c'est regarder les flux, ce qui se passe dans le marché. Nous, depuis le début de l'année, on a pas mal de flux entrants sur un fonds qui s'appelle CPR Inflation. En gros, c'est un fonds qui investit en obligations indexées sur les inflations. Donc, on joue les anticipations d'inflation. Ça, c'est un truc qui collecte pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ce qui a été dit? Oui, Armand parlait aussi de la Chine qui diversifie son mix. On essaie de faire pareil, hein, mais c'est vrai que modifier un mix énergétique pour un pays, ça prend du temps. Des usines nucléaires, c'est très bien, mais ça prend 10 ans, 15 ans pour finaliser des programmes. Les éoliennes et le solaire, c'est plus rapide, mais c'est vrai que c'est moins satisfaisant. Donc, il n'y a pas de formule miracle. Quoi d'autre dans ce qui a été dit? Oui, la politique aux États-Unis, donc très clairement en novembre, dans 6 mois, et c'est ça qui met la pression à Trump, hein.
Les Iraniens sont nettement plus patients dans leur pédagogie que Trump. Il a cette pression des midterms. Il peut perdre les deux chambres. Si vous regardez des chaînes style Fox, vous voyez, qui est plutôt pro-républicaine, vous voyez depuis quelques semaines qu'il y a de plus en plus de critiques acerbes contre Trump. Ça, c'est nouveau. Alors qu'avant, Fox, c'était vraiment un canal très fortement Trump. La durée de la crise, personne n'en sait rien et je pense que même Trump lui-même n'en sait rien, vu qu'il peut nous dire 3 fois la même chose dans une même journée. Il décide des programmes pour escorter les bateaux, il les arrête 2 jours après, il consulte même pas ses conseillers, donc c'est un contexte très difficile à lire. Et quoi d'autre par rapport à tout ce qui a été dit? Oui, Audrey a évoqué les pays émergents et notamment le LATAM. Nous, on est bien entendu positif sur les pays émergents. On aime bien l'Asie et comme aussi Audrey l'a dit, ils sont très forts en tech, donc il y a des choses à faire. On aime aussi beaucoup le LATAM. Le LATAM, dans le passé, a moins été médiatisé que l'Asie. Il y a des super opportunités. Nous, c'est vrai qu'on est moins connecté à cette zone qu'un pays comme l'Espagne. Vous avez régulièrement des infos sur la zone et il y a une connexion, une interdépendance des économies beaucoup plus forte. Mais il y a des grosses opportunités. Et dernier point, ça aussi qui a été évoqué, les taux. Euh, alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu un repricing très violent. Vous regardez aux États-Unis, il y a encore quelques temps, on attendait des baisses et Trump mettait une pression de malade là-dessus. Maintenant, si vous regardez les minutes de la dernière réunion de la Fed, on est plutôt sur quelque chose de flat. C'est le remplaçant d'Powell qui avait été nommé par Trump pour faire baisser les taux. Je lui souhaite bien du courage parce que le comité est vraiment très éclaté, très dispersé en termes de vues. Donc ça va être compliqué de trouver une position commune. Et puis en Europe, ben voilà, ça c'est assez compliqué parce qu'on voyait plutôt quelque chose de flat. Et là, si vous regardez les marchés, les anticipations sont de 3 hausses de taux d'ici la fin de l'année. On pense que c'est un peu élevé. De toute manière, des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales seront, comme on le dit en bon anglais, data dependent. Faut attendre les chiffres. Bon, Lagarde a préparé des marchés déjà à une hausse de taux en juin. Je pense que ce qu'elle veut éviter, c'est des critiques. La BCE avait été un peu critiquée lors de l'attaque des Russes contre les Ukrainiens sur le fait qu'ils avaient été trop lents pour remonter les taux. Ils avaient laissé l'inflation partir. Or, l'inflation, quand elle s'est installée, elle est très difficile à dégager. Là, je pense qu'elle veut éviter ce risque. Voilà pour moi. Bien, merci Philippe. Eh ben, écoutez, je vais à mon tour vous donner un petit peu le sentiment chez H2O. Alors, vous l'avez noté, le mot qui revient systématiquement dans les trois présentations, c'est l'inflation, hein. L'inflation, vous le savez, c'est le cancer des actifs. C'est vraiment le pire ennemi de l'investisseur. C'est celui qui vient gangréner la rentabilité des investissements, quelle que soit la nature des actifs. Alors évidemment, quand vous êtes dans des investissements actions, en général, vous êtes davantage protégé contre l'inflation puisque l'on espère que la top line, hein, le chiffre d'affaires des entreprises, transmettent l'augmentation des coûts à leur prix de vente et ainsi sauvegarde les marges. C'est ce qu'on avait vécu typiquement en 2022. En 2022, vous vous rappelez l'explosion des prix du gaz. L'Europe allait rentrer en récession puisqu'il était impossible de vivre avec de tels prix de l'énergie. Bon, vous voyez que nous sommes 4 ans après. Le conflit n'est toujours pas réglé entre l'Ukraine et la Russie. Pour autant, l'économie européenne s'est très bien portée entre-temps. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant de prendre un peu de recul. D'une part, effectivement, l'inflation n'est absolument pas de la même nature. L'inflation que nous avions avant même l'ouverture du conflit en Ukraine était une inflation alimentée par la demande. Nous sortions du Covid, pendant lequel les ménages ont pu accumuler énormément d'épargne. Vraiment, se sont remplis les poches pendant cette période. En même temps que on les empêchait de consommer, vous ne pouvez plus partir en vacances, vous ne pouviez plus aller au restaurant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les ménages ont constitué énormément d'épargne. À la sortie de la crise Covid,
il y a eu effectivement énormément de désorganisation du côté de l'offre. Tous les transferts de bateaux, les chaînes d'approvisionnement étaient entravées. De plus, toutes ces personnes qui avaient été mises en confinement avec le télétravail, il fallait les faire revenir. Donc en fait, on avait une offre qui était plutôt, qui avait du mal à livrer et une demande qui était réellement sous stéroïde, puisque chacun voulait de nouveau pouvoir consommer et disposait d'énormément d'épargne. Donc effectivement, ça a provoqué une énorme surchauffe sur l'activité, ce qui a fini par provoquer une réponse mammouthesque de la part des banques centrales, puisque la Banque centrale américaine, typiquement, a dû monter les taux de 450 points de base. Donc c'était vraiment monstrueux, en dépit du discours que tenaient les banques centrales. Ne vous inquiétez pas, s'il y a de l'inflation, elle ne sera que transitoire. 6 mois plus tard, oups, c'est pas vraiment transitoire, finalement, ça dure. Et à la fin, je monte les taux de 400 points de base. Rappelez-vous les dégâts que ça avait provoqué en 2022 sur les marchés d'actifs. L'inflation que l'on a aujourd'hui n'est absolument pas la même. Premièrement, ça a été souligné par Audrey, les puissances publiques, les gouvernements, en particulier dans les pays développés, ont atteint de tels niveaux de dette, de ratio de dette sur PIB, qu'ils n'ont plus la possibilité d'émettre de la dette pour venir contrer ce choc qui intervient. On l'a vu quand l'année dernière, Armand l'a nommé, Trump, alors même que ses promesses électorales étaient de réduire les déficits publics, d'embaucher Elon Musk pour cela, de lui confier une mission spéciale qui aurait visé à réduire de 2000 milliards les dépenses du Trésor fédéral, qui était également de ne pas faire de conflit afin de ne pas alourdir le budget militaire américain. On voit que 2 ans plus tard, les promesses de réduction de déficit n'ont pas été tenues, même on voulait continuer à faire des chèques aux ménages, les dépenses militaires effectivement s'envolent, le coût de la dette est de plus en plus élevé puisqu'à chaque fois qu'une dette arrive à maturité, il faut la recycler à des taux d'intérêt plus élevés que le taux auquel elles avaient été levées 10 ans auparavant. Par conséquent, le marché sanctionne et vous voyez que les taux obligataires aux États-Unis sont de l'ordre de 5%, ce qui est à cette échéance-là que l'économie fonctionne. L'économie, quand une entreprise emprunte pour investir, elle emprunte à 5-7 ans. Quand un ménage emprunte pour acquérir un immobilier, il emprunte à 25-30 ans. Or, le taux monétaire dirigé par la Banque centrale, il n'a d'impact que sur la partie très courte de la courbe des taux. Donc, on voit que le marché aujourd'hui n'est plus du tout prêt à suivre les relances budgétaires que les États souhaitent faire. Donc, l'inflation que l'on a aujourd'hui, si on veut joindre à la fois ce discours des banques centrales, cette rhétorique des banques centrales, finalement, les banques centrales, vous savez que leurs armes d'intervention, ce sont évidemment les taux directeurs, je les monte, je les descends, en fonction de l'activité, en fonction des anticipations d'inflation. C'est également de façon moins conventionnelle les quantitative easing. Est-ce que j'achète des actifs pour subventionner l'investissement et faire baisser les coûts d'emprunt? Et puis, il y a une troisième arme dans leur boîte à outils qui est effectivement la parole, la rhétorique. C'est ce qu'on appelle la forward guidance, leur capacité à piloter les anticipations d'inflation. Et en fait, ce que l'on voit depuis l'ouverture du conflit au Moyen-Orient, ce sont des banques centrales qui, effectivement, par leurs paroles, disent on est très attentif à l'inflation. Mais cette inflation n'est pas du tout de la nature de celle de 2022. On n'a pas un problème d'inflation parce que la demande explose. On a un problème parce qu'on a une offre qui est temporairement réduite. Effectivement, on partage plutôt cette idée de dire qu'à un moment donné, on trouvera une solution où il y aura des reports d'approvisionnement ou des changements dans le mix énergétique. Mais à très court terme, ce qui se passe, c'est effectivement des prix qui explosent, puisqu'on a 12 à 14 millions de barils jour manquants dans l'offre, ce qui a pour effet, à un moment donné, de détruire de la demande. Lorsque vous avez des prix qui explosent, vous faites du report, vous commencez à couper des voyages, vous avez des compagnies aériennes pour lesquelles ce n'est plus rentable de faire tourner des avions, donc vous détruisez de la demande. Donc pour nous, ce choc énergétique négatif, c'est évidemment un choc d'inflation à l'ordre 1, à très court terme, mais c'est en soi, par construction, surtout un choc récessif. C'est qu'à un moment donné,
vous avez pour le moment des entreprises qui peuvent se permettre de ne pas reporter les coûts énergétiques qui augmentent, les coûts de transport qui augmentent, en puisant dans leurs marges. Mais au bout d'un moment, ce ne sera pas possible de tenir comme ça. Il faudra qu'elles reportent les prix à la vente. Or, la dynamique que nous avions en sortie de Covid, on n'a plus la même épargne disponible dans les économies développées, notamment et en particulier aux États-Unis. On n'a plus la même dynamique de l'emploi où vous aviez des salaires qui avaient la capacité de croître entre 5 et 10 en sortie de Covid. On n'a plus, puisque effectivement, le chômage s'est un petit peu réveillé, notamment aux États-Unis. Donc voilà, ensuite, typiquement, même aux États-Unis, pour venir un petit peu au sujet des émergents, les émergents, ça reste quelque chose d'extrêmement hétérogène. Vous avez effectivement, c'est Armand qui l'indiquait, en Asie, plutôt des pays qui sont favorablement exposés au thème de l'intelligence artificielle, mais négativement exposés au coût du pétrole. Et à l'inverse, en Amérique latine, plutôt une zone qui ne bénéficie pas tant que ça de l'intelligence artificielle. En revanche, des pays qui sont vendeurs, exportateurs de pétrole notamment. Et puis, ça permet également de joindre donc ce sujet de la dette publique, où on est plutôt à l'os dans les pays développés. Hein. Vous prenez évidemment la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Alors, vous avez encore certains pays, notamment en Europe, comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, qui, eux, auraient de la latitude de faire de la relance. Si on le prend en agrégé au niveau de la zone euro, on n'est pas les pires. Ce qui d'ailleurs laisse une option pour l'Europe, une option positive. Aux États-Unis, c'est loin d'être le cas. En revanche, si vous regardez les pays émergents, et là, Émilie, si tu veux bien présenter la première slide que je t'avais envoyée, dans les pays émergents, si vous voulez, on n'a pas eu ce recours systématique à la dette publique lorsqu'il y a eu les différentes crises depuis 2008, 2011, Covid et l'Ukraine. Par conséquent, on a des marges de relance dans les pays émergents qui n'existent pas, qui n'existent plus dans les pays développés. On a par ailleurs un caractère beaucoup plus sain. Les économies émergentes ne sont pas les économies émergentes des années 90. On peut ajouter d'ailleurs, quand vous avez la latitude d'emprunter à 0 ou quelques points de base en tant qu'État au moment du Covid, vous vous en donnez à cœur joie, vous n'hésitez pas à lever de la dette. Quand vous êtes le Brésil et que vous devez financer votre dette à 12%, forcément, vous êtes un petit peu plus précautionneux dans les largesses que vous êtes prêt à délivrer. Et je disais, les économies sont beaucoup moins dépendantes des flux extérieurs. Par le passé, c'était des zones extrêmement dangereuses d'un point de vue financier, puisque l'équilibre de leur compte courant dépendait énormément des flux d'investissement financier. C'est-à-dire, quand tout allait bien sur les marchés financiers, l'épargne, qui se situe dans les pays développés, allait chercher une prime de rendement, un peu plus de rentabilité en allant investir dans ces pays-là. Donc, ils avaient un énorme afflux de devises qui venaient s'investir dans leur pays. Et dès qu'on avait une économie mondiale qui commençait un petit peu à coincer, tous ces flux repartaient. Et c'était au moment où il y avait le plus besoin de capitaux que ces flux requittaient ces économies émergentes. Aujourd'hui, ce sont des pays qui ont réussi à s'autonomiser, à avoir une dynamique propre en développant une consommation interne, en bénéficiant des termes de l'échange, hein, c'est-à-dire que beaucoup des matières premières se sont appréciées ces dernières années depuis Covid. Or, pour une majorité d'entre elles, ce sont des grandes exportatrices de matières premières. Donc, on a des économies qui, de façon autonome, présentent des profils beaucoup plus sains que les pays développés, auraient même comment dire, des capacités à relancer leur économie que non plus les pays développés, on l'a dit. Et puis, une dernière petite chose sur la rhétorique, hein, l'espèce de parole performative que cherchent à déployer les banquiers centraux. Finalement, ça fait naître quelques belles opportunités. Vous voyez, effectivement, c'est tout à fait juste ce qui a été dit, c'est que les marchés sont très rapidement passés d'un scénario où on aura 3 baisses de taux cette année à plus rien du tout,
ça c'était plutôt sur ce qui était projeté pour la Réserve fédérale américaine, ou en Europe, on ne s'attendait pas nécessairement à des baisses de taux jusqu'à ce que le conflit s'ouvre, et on en est aujourd'hui à projeter 2 à 3 hausses de taux cette année. Donc ça, c'est uniquement sur la parole que les banquiers centraux, notamment Christine Lagarde et la Banque d'Angleterre, ont commencé à jouer cette petite musique depuis 5 à 6 semaines. Donc, automatiquement, les taux courts, hein, les taux à 2 ans se sont ajustés, sont montés de 75-80 points de base. Et nous, finalement, si vous regardez bien, soit le pétrole reste effectivement à des niveaux élevés, et la Banque centrale devra délivrer ses hausses de taux, mais quelque part, le marché a déjà fait 90% du boulot, donc vous n'avez pas tellement des taux qui vont monter plus haut. Ou bien on a effectivement une résolution du conflit, un baril qui s'assagit, qui redescend, et finalement la Banque centrale n'aura pas à monter les taux d'intérêt. Donc vous avez une chance de voir les taux redescendre. Donc dans le cas 1, bah, vous avez tout intérêt à acheter ces taux qui ont monté et qui vous offrent plus sans avoir trop à craindre qu'ils n'aillent plus haut. Et dans la position 2, bah, vous bénéficierez d'un marché qui se dit, bon, bah, finalement, c'est pas si pire et les banquiers centraux ne vont pas tirer les cartouches qu'ils avaient annoncé nous envoyer. Donc, sur la slide suivante, on le voit, ça donne des émergents qui offrent un profil d'investissement assez intéressant, puisque vous avez non seulement des actifs dans le cycle économique qui semblent mieux placés que les actifs des pays développés, qui offrent un rendement supplémentaire, hein. Vous avez à gauche les taux moyens offerts dans les économies développées par rapport aux taux moyens offerts dans les économies émergentes, corrigés de l'inflation, puisqu'effectivement, hein, quand on vous donne du 4%, si on ne vous dit pas quelle est l'inflation qui est en face, vous ne savez pas réellement ce que vous touchez. Donc là, vous avez des taux réels, ce qu'on appelle le taux nominal déduite, inflation déduite. Et puis à droite, donc une prime, vous êtes mieux payé à être présent sur les émergents. Et à droite, ça, vous savez que chez H2O, c'est un axe cardinal de notre investissement, ce sont les devises. Et vous voyez qu'à chaque fois, on vous présente des séries, là, quasiment sur 35 ans. Les devises émergentes, donc là, on a un panier, hein, Brésil, Mexique, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Corée, présentent une décote d'à peu près 15% par rapport à la moyenne de long terme. Les marchés émergents répondent à des grands cycles macro. On estime que les pays développés ont fait un point haut depuis, on le voit, hein, depuis la fin des années 2008-2010. Ils surperformaient énormément les mondes émergents. On pense que l'on va rentrer dans un cycle où les pays émergents vont surperformer les marchés des pays développés. Je crois que c'est la dernière slide que j'ai et c'est la suivante qui présente effectivement ces grands cycles. Quand on compare, et ça permettra de faire la transition pour Yufeng, vous comparez le S&P 500 américain depuis la fin des années 80 avec les actions émergentes, le MSCI IM, vous faites un ratio et vous voyez que vous avez des très grands cycles de l'ordre de 5 à 10 ans. Donc ce ne sont pas des grands coups de barre, ce sont des grands cycles qui s'ouvrent avec une prime à l'un ou à l'autre cycliquement. Et notre conviction, effectivement, dans les positions actuelles que vous avez dans les portefeuilles, le thème émergent est central dans le déploiement des budgets de risque des fonds. Écoutez, ce sera le mot de la fin me concernant. Et normalement, je crois que Yufeng, tu reprends la main, n'est-ce pas? Merci Anthony. C'était très complet, ce point sur le pays émergent, que je reviendrai plus tard dans cette session pour représenter justement un fonds indexé, ou plutôt qui investit sur le marché actions émergent, dans le, comment dire, au sens plutôt diversifié. Et là, je vais commencer plutôt, changer un peu le sujet, c'est de voir un peu comment s'est comporté le portefeuille. Vous voyez mon écran ou pas encore? Pas encore? On le voit. Super. Donc, je disais que on va commencer plutôt voir un peu comment s'est comporté le portefeuille modèle, hein, dédié à ce webinaire qu'on a construit tout au long depuis le début de cette initiative de webinaire.
L'idée, c'est de vous montrer un peu, vous voir un peu dans le contexte qui est assez, comment dire, spécifique, comment on peut analyser son portefeuille, sa diversification et expliquer aux clients, apporter une explication claire à ses clients. Face à ce genre de situation où vous avez forcément beaucoup d'interrogations de leur part. Alors, comme d'habitude, je vais le trouver dans le, comment on l'a appelé, webinaire, je crois. Voilà, c'est ça. J'avais déjà choisi, on va tout simplement le comparer sur la dernière période depuis le début de l'année, c'est-à-dire fin d'année 2025, ça fait presque 4 mois et quelques. Je vais le comparer à un portefeuille type équilibré composé de deux fonds trackers, un MSCI World Country sur action, l'autre sur Global Aggregate souverain, donc vraiment un portefeuille dit équilibré au sens large qui joue un peu la diversification entre le marché action et obligations de manière, comment dire, traditionnelle. Je vais voir la performance comparée entre les deux. Alors, le violet, c'est le portefeuille modèle qu'on a composé tout au long de ce webinaire depuis, je crois, l'année dernière. Et le vert, c'est le portefeuille tracker. On voit que bah, la première partie avant justement le conflit, il y a une premier échange de Trump, le retour de Trump. On voit le portefeuille webinaire a été plus résistant par rapport au portefeuille tracker. En revanche, et même plus performant. En revanche, le déclenchement de la guerre en Moyen-Orient, ben, là, on a le violet qui a réalisé une volatilité un peu plus forte que le portefeuille tracker. En revanche, depuis un peu, je dirais, l'absorption du choc, ben, le rebond était au rendez-vous pour le portefeuille webinaire qui a surperformé le portefeuille tracker. Donc, la surperformance est autour de 2% sur la période. Si on regarde sur la volatilité, elle est légèrement plus élevée côté portefeuille webinaire, hein. Bah, justement, notamment dû à cette période de premier choc de le déclenchement du conflit. Par contre, si on regarde en termes de rémunération de risque, le portefeuille webinaire, malgré la hausse de volatilité, maintient un niveau supérieur à un portefeuille tracker classique. Et si on regarde un peu pourquoi et comment, justement, en termes de contribution de performance dans tout ça et la diversification, côté portefeuille classique, bah le contributeur principal, ça reste l'action. Ce qui reste à noter, c'est que, encore une fois, ça fait plusieurs séances que je soulignais ça, c'est la classe d'actifs obligations n'apporte plus dans, comment dire, dans la diversification en termes de performance. Et on voit que le portefeuille classique, euh, avant le conflit, la notation de diversification, hein, donc au niveau de la corrélation en moyenne, on avait quelque chose un peu près au-dessus de 60, c'est-à-dire un portefeuille plutôt bien diversifié. Après le conflit, la corrélation s'est considérablement accrue entre les obligations et actions, voilà. Et ce qui c'est pour ça le phénomène de flight to quality, c'est-à-dire l'action baisse, l'obligation monte, le prix en termes de prix, ça s'est pas présenté cette fois. Et on a le risque du portefeuille reste concentré principalement autour de l'actions. Voilà, 99% de corrélation entre le portefeuille tracker et MSCI World Country. Donc, vous voyez, la notation de diversification s'est dégradée de 60 à 45. Voilà, c'est assez important. Si on regarde un peu que le côté, justement, le portefeuille webinaire, et là, on a des sources de performance beaucoup plus diverses. On a d'abord le premier contributeur, c'est l'action secteur nouvelle énergie qu'on a fait entrer fin de l'année dernière. Je me rappelle en mois de décembre, c'était presque la euh, dernière entrée de l'année 2025. C'est de fonds qui investit sur de smart energies, donc soit énergique, sur panneaux solaires, tout ce qui est comment dire, alternatif. Donc évidemment, c'est une catégorie qui a profité de la hausse justement du choc du prix pétrolier en général, hein.
Mais ce qui va différencier, bon, à mon sens, c'est que avec l'absorption du conflit, le prix du pétrole, de l'énergie classique, va suivre à la baisse. Bah, c'est comme vous dites, bah, ça sera pas, on revient pas sur un niveau très très bas, mais maintient certainement un niveau élevé. Mais comment dire, le potentiel de hausse restera limité. En revanche, pour les actions du secteur nouvelle énergie, la tendance est probablement haussière et probablement que c'est que le début. Pourquoi? Parce que à travers cette crise, à nouveau, tous les pays se sont rendus compte que la souveraineté énergique ne se construit pas sur le gaz, le pétrole. Parce que tout le monde n'a pas de pétrole, autant de pétrole, tout le monde n'a pas de gaz. Et c'est quelques pays qui contrôlent ça. Bon, ça, on l'avait compris dans les années 70 avec les chocs pétroliers. La leçon ne cesse de se répéter. Visiblement, on a du mal à apprendre. Mais maintenant, parce qu'à l'époque là, il manque des technologies pour trouver des alternatives. Aujourd'hui, clairement, on a des secteurs pas le solaire et comment dire le nucléaire qui sont clairement des alternatives assez crédibles par rapport aux énergies classiques. Donc, pour une question de souveraineté, pour une question géopolitique, c'est un secteur clairement qui va rester assez avec un potentiel assez fort là-dessus. Bon, encore une fois, là, c'est mon côté, mon passé gérant qui fait que dans un peu de conviction, ça n'engage que moi personnellement. Et deuxième contributeur ici dans le portefeuille webinaire, c'est MSCI All Country qui, bon, ça contribue beaucoup de performance, c'est le cost seconde, avec un poids qui est considérable. Donc encore une fois, moi je considère que c'est vraiment un portefeuille, une poche à diversifier. Donc le tracker MSCI All Country tel qu'il est construit aujourd'hui, la diversification elle est plus suffisante. Donc c'est justement tout l'intérêt à nous de construire des diversifications soit géographiques que nos confrères tout à l'heure ont beaucoup parlé, et aussi, notamment, moi, je parle beaucoup de diversification sectorielle. Et après, on a la tech, qui avec 5% de poids, qui est le troisième contributeur, et ainsi de suite. Il y a seule chose qu'on a un peu une performance négative, c'est le market neutral, qui, durant cette période, a contribué négativement, légèrement négativement à la performance du portefeuille. Globalement, on a une notation de diversification plus élevée. On est passé de 60 à 52, mais ça reste à un niveau supérieur à la moyenne. Et on a un portefeuille, si vous voyez, le portefeuille par rapport à ses composants, le risque dominant reste à MSCI All Country parce qu'il y a 37% de poids, mais le reste est plutôt bien diversifié. Le portefeuille a des sources de diversification vraiment diverses, beaucoup plus importantes. On a, si on regarde en termes de comportement, en termes de ratio haussier-baissier, pareil, on a dans le portefeuille. Quand le portefeuille monte, on a comment dire, de fonds qui sont là pour contribuer à la performance et également au risque. Mais de l'autre côté, à la baisse, on a des fonds qui sont là pour justement amortir ce risque-là. Donc, encore une fois, vous voyez, on a clairement une meilleure effet de diversification que le portefeuille classique de tracker. Voilà. Donc ça, c'est ma partie sur le, comment dire, une photo du portefeuille webinaire depuis le début de l'année. Maintenant, justement, ce numéro-là, parce que chaque numéro, on parle d'un fonds et on l'introduit justement dans ce portefeuille webinaire. Cette semaine, ce mois-ci, je vais suivre la tendance, je vais parler de l'émergent. Voilà, un fonds à action émergent de Lazard Emerging Market Equity, qu'on a recommandé de proposer de voir à tous nos clients InvestBoard dès le début de l'année. Donc nous, on l'envoie justement de propositions de fonds à tous nos clients chaque semaine. Et ça, on l'a proposé, je crois, c'est le mois de janvier, de regarder ce fonds-là. Et maintenant, je vais le comparer justement ce fonds depuis le début de l'année, parce que là, depuis l'émergent performe depuis 2-3 ans. Ça on l'a déjà compris. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu durant cette période un peu turbulente comment ce fonds émergent de Lazare s'est comporté. Alors, l'émergent ne s'est pas échappé au choc, hein. Donc, il a aussi
ça part du gâteau, mais le rebond est clairement plus fort, plus dynamique, hein. Le vert, c'est le fonds de Lazare Equity et les deux autres, se font actions émergentes au sens large et actions émergentes, on va dire, mix de capitalistes, de toutes les capitalisations confondues. Euh, on voit que le fonds représente une meilleure performance, presque 20% depuis le début de l'année en 4 mois. Et donc, nos clients qui ont suivi la recommandation au début de l'année sont plutôt contents. Et en termes de volatilité, pareil, le fonds représente une plus faible volatilité que la moyenne de ses pairs. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a proposé au début de l'année. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce fonds, comment il est exposé à différents marchés émergents. Je crois que c'est Anthony tout à l'heure qui a parlé un peu de états de pays émergents. Parce qu'en fait, les émergents, c'est un peu une sorte de marmite, il y a à boire, à manger là-dedans. Donc, quand on parle émergent, c'est un peu tout ce qui est tout le reste du monde. On a des pays exportateurs de pétrole, on a des pays de producteurs qui n'est presque plus la Chine aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le pays frontière. Donc, c'est tout ce qui est Vietnam, l'Europe centrale qui devient l'usine du monde, la prochaine usine du monde. On a la Chine qui est en train d'exporter comment dire, sa technologie. On a l'Inde qui est dans une autre structure économique et financière différente. Et comment dire, l'Amérique du Sud, hein, est encore plus différent, qui a une dépendance en dollar beaucoup plus importante. Donc, en fait, quand on parle de l'émergent, c'est vraiment très, très hétérogène comme structure. C'est là que c'est intéressant de comparer cela. On doit voir le fonds Lazare émergent. Ce qui est intéressant, c'est que il a une corrélation par rapport aux différents marchés assez faible. C'est-à-dire, c'est un portefeuille plutôt bien diversifié, qui fait pas vraiment de paris très importants à aucun marché. Il est corrélé par rapport à ses pairs, hein, 86% de corrélation par rapport à ses pairs. Mais en termes de classiques, des autres marchés, ce soit par rapport à l'Europe orientale, frontière, l'émergent, on va dire le petit pays émergents qui sont plutôt en train de faire la transition industrielle, hein, la Chine qui est en train de faire sa transition technologique, hein, l'Amérique latine qui émerge vraiment depuis 1 an et demi, 2 ans en termes de performance et système financier, et l'Inde qui souffre justement les questions de flux, parce qu'en fait, tout le monde est en train de... Le flux, on a parlé de flux tout à l'heure, mais le flux va plutôt vers les autres marchés, et l'Inde, justement, qui a beaucoup performé ces 10 dernières années, souffre un mot plutôt outflow que inflow. En revanche, on regarde la paire le moyenne de fonds émergents, eux, plutôt une corrélation plus importante autour de émergents frontières, parce il y a un moment, beaucoup de gens étaient plutôt, à cause de Trump, hein, et beaucoup de gérants sont sortis de l'Amérique latine, parce qu'il y a un impact trop important, trop proche, et de la Chine, qui a des problèmes structurels, hein, et on a l'impression qu'on a du mal à s'en sortir. C'est pour ça, il y a il y avait un intérêt assez fort sur le pays émergent, parce qu'on pensait que, émergent frontières, parce qu'on pensait que ces pays émergents frontières allait hériter la Chine pour redevenir l'usine du monde. Donc voilà, donc c'est bien, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce fonds Lazare Emerging Equity qui génère un alpha plutôt via une diversification dans différents pays émergents. Voilà. Donc ça, mon analyse sur ce fonds. Oui, peut-être une chose intéressante de regarder le fonds en détail. Euh, bon, ça c'est le reporting, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc ça, c'est un fonds d'aujourd'hui. On va mettre autour de 5% dans notre portefeuille webinaire, hein, pour continuer à diversifier la poche, hein, MSCI All Country, donc la poche action, pour continuer à réaliser notre diversification à la fois sectorielle et géographique, hein, sur la poche action du portefeuille modèle. Voilà ma partie sur l'allocation et analyse de fonds émergents dans le contexte de l'allocation globale. Je te repasse la main, Anthony.
Eh ben, écoute, parfait. Merci Yufeng. Juste une, une petite information. Sachez aujourd'hui que comme on sort d'un cycle pendant lequel les États-Unis ont particulièrement surperformé les autres économies, ça se voit dans les indices boursiers. Alors que dans le PIB mondial, les États-Unis pèsent entre 20 et 25%. Dans les indices actions, ils pèsent plutôt entre 70 et 75%. Vous avez vraiment une surreprésentation financière de l'économie américaine qui dépasse largement son poids réel économique. Euh, Ce qui explique aussi les contestations, les tentatives de désalignement, l'organisation des BRICS, du Sud global, etc., etc. Et les émergents, justement, dans ces mêmes indices actions globaux, ne doivent représenter que 5 à 7%, je dirais, Yufeng. C'est ça, c'est ça. Et pour compléter ce que tu dis, justement, ces systèmes, cette surreprésentation de parties financières, c'est dû d'une partie parce que effectivement le système financier américain est extrêmement bien avancé, hein. Et l'autre chose, c'est en fait, il y a une question de confiance. Il fut un temps, malgré les différends, bah, les différents pays, quand ils ont du dollar, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, les banques centrales des pays émergents, notamment la Chine, le Japon, achètent des obligations et actions américaines. Voilà. Dès qu'ils ont dollar, c'était quelque chose de systématique. Aujourd'hui, avec, y compris les Européens, aujourd'hui, avec, je dirais, une nouvelle orientation, c'est pas Trump, hein, parce qu'après Trump, je pense que c'est juste un début d'une nouvelle tendance, de la nouvelle ère, hein. Ben, en fait, ce mécanisme, comment dire, ce geste systématique ne sera plus le cas. Voilà. Ces pays-là, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, ils vont arrêter d'acheter des obligations actions américaines, mais ils vont, comme nous, s'asseoir là, chaque fois, de penser à la diversification. Et cette diversification est d'autant plus importante parce qu'il y a des aspects. Nous sommes des investisseurs, on s'inquiète pour notre argent. Par contre, le pays central, de banque centrale des pays émergents pensent à leur souveraineté, pensent à leur politique et leur rapport de force. Donc pour ça, rien que ça, de eux, en termes de diversification, l'enjeu est beaucoup plus important. Je peux effectivement témoigner, vous rapporter que nous avons des clients au Moyen-Orient, parmi lesquels des fonds souverains, pour qui l'allocation en actifs américains n'était même pas une question au cours de ces 30 dernières années. Les événements, même géopolitiques, qui viennent de se dérouler, font qu'aujourd'hui, la question se pose pour eux de systématiquement recycler leurs excédents en actifs américains. Donc c'est pour cette raison, comme le dit Yufeng, ce n'est pas quelque chose qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est probablement un cycle qui prendra plusieurs dizaines d'années. Ben écoutez, merci beaucoup pour cette partie vraiment marché. J'en déduis que c'est Pierre-Yves qui prend la suite. Ouais, bah, je pense que ouais, pour terminer, on va parler donc des cryptoactifs et bon, principalement voilà, du Bitcoin qui bah, aujourd'hui fait quand même partie intégrante, on va dire, des classes d'actifs dans l'univers d'investissement global, hein, puisqu'on a vu quand même une adoption assez massive ces dernières années, notamment aux États-Unis. Je voulais juste essayer pour imager mes propos, mon discours, une petite vidéo. Je vais voir si je peux. Est-ce que je peux partager? Je sais pas. Normalement, c'est en bas, il y a entre Ouais, partager et lever la main. ouais. Voilà. Partager, je vais voir si. Ah bah, hop. Est-ce que j'arrive à trouver ce document? Hum, hum, uniquement, ouais. J'ai pas l'impression que je puisse. Ou c'est peut-être mes paramètres. Hum. Tu veux que Je j'essaie sais- de te la projeter, Ouais, je Frédéric? veux bien parce que j'ai pas l'impression. C'est peut-être mes paramètres qui bloquent. Hop, je vais lâcher. Et normalement, ça devrait apparaître. Ok, super. Bon, merci. Voilà, donc c'est voilà pour imaginer les propos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés des cryptos? Bah, je pense que un petit peu comme à l'image des marchés actions, hein, finalement, on a eu une belle reprise ces dernières semaines, sur les 4-5 dernières semaines.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui voilà, d'inflation. Il y a quand même aussi beaucoup d'anxiété autour de ce qui se passe au niveau géopolitique, la guerre et autres. Mais paradoxalement, quand même, les marchés américains sont sur des niveaux historiques au plus haut. Donc voilà, donc on voit une dynamique de marché qui reste quand même positive. Et donc le Bitcoin, malgré un début d'année un petit peu compliqué et un repli quand même significatif, a repris un peu de terrain. Donc, on a revu une traction et on va expliquer un petit peu pourquoi cette traction en fait s'est matérialisée sur les dernières semaines. Donc, on voit que sur à peu près les niveaux les plus bas, on est même tombé autour de 63 000 dollars le Bitcoin début mars, fin février, début mars. Alors qu'on revenait sur des plus hauts qui étaient autour de 125 000 dollars fin de l'année dernière. Et donc là, on voit finalement une reprise d'à peu près 25%, parce qu'on est autour des 80 000 dollars aujourd'hui. On a atteint un plus haut, voilà, à 82 000 dollars ces derniers jours. Donc on voit quand même un phénomène de reprise et qui s'explique notamment par des flux financiers, des flux acheteurs hein, très positifs. Si on peut avancer, oui, Émilie. Des flux positifs, notamment sur les ETF aux États-Unis, puisque c'est la cinquième, je crois, semaine positive de flux sur les ETF, avec quand même des flux significatifs. Donc on voit quand même que finalement maintenant le Bitcoin, notamment à travers les ETF, est parti d'actifs entre guillemets dans l'univers d'investissement des portefeuilles, notamment aux États-Unis. Donc dès qu'on voit que finalement on a un appétit pour le risque qui augmente, et ben finalement on voit des flux très positifs sur les ETF Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, je pense que ça va s'accélérer également, puisque des acteurs comme Amundi viennent de lancer leur ETP, l'équivalent d'ETF, mais c'est un ETP. Et donc je pense qu'on voilà, on va avoir un peu la même dynamique. Pardon, la vidéo est un peu plus rapide que mon discours. Et donc, donc voilà, et donc finalement, voilà, cette regain finalement d'optimisme des marchés crypto s'est accompagné effectivement par un peu une légère détente géopolitique, macroéconomique. On voit aussi, ça a été précisé précédemment, hein, voilà, finalement un statu quo aujourd'hui au niveau des politiques monétaires, notamment aux États-Unis, hein, sur les taux. Donc ça, voilà, finalement, ça a contribué positivement pour les marchés financiers, mais aussi pour le Bitcoin. Et on a d'autres facteurs plus spécifiques liés aux cryptos, qui sont liés plutôt à la réglementation aux États-Unis, qui là aussi poussent finalement l'adoption. On a le Clarity Act qui aux États-Unis. On a le Genius Act aussi sur les stablecoins. Et on voit finalement une adoption quand même très très importante des stablecoins. Hein. Alors peut-être que voilà, ça ne se voit pas, mais quand on est dans l'industrie, tous les plus grands acteurs, qu'ils soient bancaires ou de paiement, finalement, ont avancé énormément ces 9 derniers mois sur ces infrastructures. Donc, on est vraiment en train de construire des infrastructures que finalement l'industrie financière va utiliser dans les prochaines années. Et donc, on a toute cette industrie voilà, autour des stablecoins qui connaît une croissance assez importante. On voit aussi des acteurs Wall Street finalement qui accélère son développement finalement sur ces infrastructures on-chain via la blockchain. On a NYSE qui a pris une participation majeure dans l'exchange OKX sur une valorisation de l'exchange de 25 milliards. On a le Nasdaq qui fait un partenariat avec Kraken justement pour offrir des actions tokenisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore, on en est au tout début, hein, les volumes sont faibles, mais qui va s'accélérer puisqu'on rappelle les actions tokenisées, hein, c'est simplement des actions américaines hein, ou des ETF qui sont inscrits sur une blockchain et donc qui permettent finalement l'accès à ces marchés-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune interruption. On voit finalement aussi que cette adoption
de ces infrastructures de paiement ou de tokenisation d'actifs se voit finalement dans des actions cotées comme Circle aux États-Unis, qui est le second plus gros émetteur de stablecoin au niveau mondial avec l'USDC. Et on voit les analyses de Bear Stearns finalement qui voient finalement un avenir plutôt assez prometteur pour l'action Circle, qui a fortement d'ailleurs progressé ces derniers jours de par l'adoption justement des stablecoins et des infrastructures autour de cette thématique-là. Et puis, encore une fois, ce qu'on parle de la tokenisation, donc c'est le jargon ce qu'on appelle les real world assets, hein, aujourd'hui, qui sont surtout surreprésentés par la tokenisation de bons du Trésor américain. Mais aujourd'hui, voilà, c'est en 18 mois, plus 20 milliards sur ces actifs-là. Donc, aujourd'hui, finalement, toute cette innovation se construit un petit peu en coulisses. On parle donc d'infrastructures, mais qui finalement reste extrêmement positif pour la classe d'actifs, hein, puisque on parle de l'utilisation de la technologie blockchain, notamment la blockchain Ethereum pour tout ce qui est tokenisation d'actifs. Donc voilà. Maintenant, la tendance sur le Bitcoin notamment n'est pas euphorique, hein. On voit un regain finalement dans un marché qui était un petit peu baissier sur les 6 derniers mois. Nous, ce qu'on anticipe, c'est plutôt une stabilisation. On ne voit pas non plus de reprise très forte cet été. On estime plutôt que la reprise va se construire plutôt vers une reprise très très forte, hein, va se construire plutôt vers le 4e trimestre de cette année pour vraiment s'accélérer sur l'année prochaine. Donc nous, personnellement, on reste quand même très positif sur Bitcoin. À très court terme, un peu neutre, puisqu'avec ce rebond de 25%, on reste neutre. Et nous, on avait finalement des points d'achat. On avait une très forte conviction de points d'achat sous les 70 000 $, le Bitcoin. Et donc là, à 80 000, on reste plutôt neutre. Et donc, si on était ramené à avoir un nouveau repli potentiel sous les 70 000 $, c'est pour nous des zones entre 60 000 et 70 000 $ d'achat assez fort pour finalement avoir des espérances de rendement et d'objectifs de prix du Bitcoin à horizon, on va dire, 2-3 ans, autour des 180 000, 200 000 $. Donc voilà un petit peu notre lecture de marché. Et pour finir sur le marché des cryptos, je vais attendre juste le slide d'après. Donc voilà, donc ce qui a surveillé, c'est vraiment cette zone. Aujourd'hui, est-ce que cette zone des 80 000 $ va tenir ou est-ce qu'on va un petit peu avoir un repli après ce mouvement haussier de 25% en 4 semaines, hein, en très peu de semaines. Il faut surveiller les flux sur les ETF parce que c'est quand même un gros driver sur le prix du Bitcoin. Donc en Europe, on verra hein, avec les lancements des ETP, notamment sur Bitcoin par Amundi. Mais on peut espérer qu'avec des acteurs de la taille d'Amundi, ça contribue quand même à cette adoption dans les portefeuilles, j'ai envie de dire, patrimoniaux. Hein. Voilà. Après, bien évidemment, faudra suivre la trajectoire macroéconomique, la trajectoire géopolitique. Alors, comme ça a été un petit peu mentionné, hein, on reste positif, nous, de notre côté, sur l'aspect géopolitique. Donc, plutôt d'ici la fin de l'année, on estime que ces tensions, notamment au Moyen-Orient, vont s'apaiser. De toute façon, les régions comme les Émirats arabes unis n'ont pas le choix, sinon ils vont tout perdre, parce que des régions comme Dubaï ne tiennent que sur l'immobilier et le tourisme. Donc aujourd'hui, clairement, ils ont un gros problème. Et on a quelques signes en fait, de prémices qui, selon nous, on va voir finalement des injections massives de liquidités de la part des Émirats arabes au 4e trimestre. C'est que déjà, ils sont sortis de l'OPEP. Hein. Donc l'OPEP les limitait dans leur quota de production de barils par jour. Et donc là, en sortant de l'OPEP, ils ont clairement l'ambition d'augmenter ces quotas-là pour récupérer un maximum de cash. Et je pense réinjecter massivement pour faire revenir l'économie après les tensions qu'il y a pu avoir ces dernières semaines. Donc ça devrait être positif. Et puis, voilà, donc nous, on reste quand même très prudent sur ce qu'on appelle les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos, les tokens en dehors de Bitcoin et Ethereum. Nous, notre vision, c'est vraiment, il faut se focaliser sur Bitcoin et Ethereum, principalement Bitcoin et un petit peu Ethereum, parce que Ethereum bénéficie de tout ce qui est innovation sur les côtés infrastructures financières, et Bitcoin bénéficie franchement des flux institutionnels. Donc voilà, nous, on reste positionné là-dessus. Principalement avec plutôt
aujourd'hui des espérances de rendement assez positives pour les 2-3 prochaines années. Et à court terme, une position un peu neutre après ce rebond de 25%. Voilà un petit peu le point crypto en ce début d'année, en ce milieu d'année, on va dire bientôt. Voilà un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais... Merci Emilien d'avoir projeté la vidéo. Avec plaisir. Donc, je redonne la parole à Anthony, peut-être pour, je sais pas, pour clôturer ou voir s'il y a des questions. Il me semble que c'est toi qui faisais donc la conclusion et qui avait la dernière partie. Émilie, on peut s'en arrêter là du coup? Oui. Eh bien, Et écoutez, juste pour la date du prochain flash marché, ce sera le 4 juin, donc le jeudi. eh ben, c'est bien noté. Merci à tous. Excellente journée, excellent week-end prolongé. Profitez, le soleil revient. Merci À très beaucoup. bientôt. Merci Merci, au beaucoup, revoir. Au excellent revoir. week-end, au revoir. Au revoir.